Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'On se dit tout. Je vous propose d'embarquer pour le monde des jumeaux. Cette relation si spéciale nous interpelle sur différents points. Comment respecter ce lien si fort tout en favorisant l'individualité de chacun? Comment créer le lien parental en double et en même temps? Deux spécialistes, pas comme les autres, sont là pour vous répondre. Et ensuite, notre interview santé sera consacrée à la prise en charge de la femme après l'accouchement par la kiné Shaima Slama. Restez avec nous pour les détails. À tout de suite. Je vous promets de vivre vraiment aujourd'hui une émission sur la gémellité dans son intégralité, puisque nos deux spécialistes ne sont pas comme les autres. Je vous laisse d'abord les découvrir avant de les nommer. Elles sont là, on les regarde ensemble. Si on peut avoir un zoom sur chacune d'elles pour savoir qui est qui. Et l'autre? Elles se ressemblent, c'est vrai, comme deux gouttes d'eau. Peut-être, elles sont jumelles et elles sont spécialistes. Ibtissam Benjeloun, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Vous êtes psychologue, psychothérapeute familiale. Et puis, en face de vous, votre jumelle. Oui, Benjeloun, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne. Exactement. C'est qui la plus grande? La grande sœur, c'est qui? C'est moi. De 10 minutes. De 10 minutes, d'accord. Alors, Je merci. lui dois respect. C'est vrai, ben on va le démontrer tout au long de l'émission. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté de jouer le jeu dans l'émission, de parler de la gémellité et peut-être même de la dépasser. On va voir s'il faut la dépasser, au contraire, il faut continuer à la cultiver, même plusieurs décennies après. Avant d'en parler sur le plateau, on voit ce qu'en pense la rue à travers ce micro-trottoir. À tout de suite. Il ne faut pas les habiller de la même manière. Surtout s'ils sont deux garçons ou deux filles. Pour les différencier, je vous dis, simplement. Ce sont des êtres normaux, ils sont venus ensemble, mais chacun a besoin d'évoluer de son côté. Alors, chez moi, j'avais deux jumeaux. Exactement, les deux jumeaux, à l'âge de 5 ans. Vrai, c'est des vrais jumeaux, c'est vrai, des vrais jumeaux. Alors, ils étaient dans la même école. Ils ont les habits, ils s'habillaient de la même manière. Le premier était facile, le deuxième, non. Actuellement, il est difficile. Non, je ne suis pas d'accord. Peut-être que ça plairait à l'un, ça ne plairait pas à l'autre. Je ne sais pas, c'est une question de goût. C'est psychologique pour les Marocains qui traitent les jumeaux, les vrais jumeaux, je dirais les vrais jumeaux, de la même manière. Et c'est l'amour derrière tout ça. Il y a beaucoup de choix. L'essentiel, c'est de ne pas créer une jalousie entre les deux. C'est ça ce qui est. Mais il ne faut pas les mécaniser, les mettre jumeaux, c'est-à-dire c'est la même chose en tout. Jumeaux, c'est la même chose, fois deux. Oui ou non? Est-ce qu'il faut les habiller de la même manière, respecter l'individualité de chacun, au contraire cultiver cette gémellité? Nous allons discuter de tout cela au fur et à mesure de cette émission. Mais d'abord, peut-être, alors je vais vous poser une question très indiscrète. Vous avez des jumeaux à votre tour? Alors nous, on a une famille de jumeaux, c'est-à-dire que mon grand-père est jumeau. D'accord. Ma mère a des sœurs jumelles. Ma mère a eu des jumelles, donc nous deux. Et puis ma sœur, notre sœur, a eu des jumelles. Mais vous deux, non. Non. Alors c'est rare que les jumeaux aient des jumeaux. C'est plutôt dans la fratrie. D'accord. Voilà. Alors, une grossesse, l'arrivée des jumeaux, une grossesse avec deux bébés, c'est déjà une particularité. On donne la parole à la grande sœur. Oui, Alors, c'est une particularité, oui et non, parce que je pense qu'avoir des bébés, que ce soit un ou deux, c'est une expérience unique. Mais c'est vrai que la particularité d'avoir une grossesse multiple, que ce soit 2 ou 3 ou 4, c'est particulier parce que ça demande des préparatifs spéciaux, ça fait peur, ça inquiète. Et en même temps, ça appelle toutes les questions qu'une maman d'un enfant unique peut se poser. Mais c'est en même temps une préparation, on va dire, une appréhension. Et peut-être c'est surtout l'arrivée qui est la plus délicate, parce que c'est s'occuper de deux bébés en même temps.
Et en fait, déjà, dans l'annonce, il faut l'annoncer différemment parce que toute maman, elle a en tête, quand on veut tomber enceinte, on n'imagine pas qu'on va en avoir 2. On imagine, il y a un enfant imaginé et on n'en imagine qu'un. Donc déjà, lorsqu'on te l'annonce, c'est déjà, on se prend un espèce de choc quand même au départ. Et après, il faut le temps de faire le deuil de cet enfant imaginé et de s'adapter à la nouvelle situation qui est en même temps hyper excitante. On a l'impression, cette maman et le papa, ils ont l'impression d'être uniques, ça les renarcissise, ils ont l'impression d'être vraiment spéciaux et d'être forts. Ils ont réussi à en faire 2 en même temps. Surtout pour les papas. Voilà, pour les papas, ils sont encore plus fiers. Et en même temps, une grande inquiétude. Comment on va faire? Et comme tu disais, oui, c'est vraiment toute une organisation qui va changer. La chambre, l'argent, ça coûte plus cher, un enfant, exactement. 2 enfants. Le couple aussi, Oui. les frères et sœurs, Oui. la famille, la maison, tout change. Tout change. Mais le couple, oui, c'est intéressant, tu peux terminer l'idée. Déjà, vas-y. Le couple, c'est vrai qu'avoir 2 enfants, ça bouscule vraiment. Ça bouscule vraiment, ça ne laisse plus beaucoup de place ni à la maman, ni au couple, ni parfois même aux frères et sœurs. Et le couple se sent vraiment déstabilisé. Et il y a un effet de choc au départ. On peut même parler de sidération. Ouais. Et je pense qu'au bout d'un certain temps, trouve, ça devient idéalisé. Pendant la grossesse Oui. Pendant la grossesse. Je pense qu'avant, ça faisait très peur, c'était vécu comme une punition. Aujourd'hui, je pense que toute grossesse gémellaire est vécue comme quelque chose d'idéal, presque de magique. Mais en même temps, cette histoire de couple, le couple est quand même, on va dire, peut être bouleversé même par l'arrivée d'un seul enfant. Et souvent, il l'est. Donc, 1, 2... En fait, on va voir qu'avec l'arrivée de jumeaux, il y a des différences, mais en fait, il y a beaucoup de similitudes avec la grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Sauf qu'il y a des petites différences dans l'intensité, dans l'organisation. Si on est fatigué, on est fatigué le couple, plus. Voilà, on doit s'organiser même quand on a Moi, je parle que de fatigue et de sommeil. Et bien là, c'est 2 fois plus. C'est 2 fois plus d'organisation. Comme disait notre maman, elle disait, les gens, ils lui disaient, oh, tabarakallah, c'est magnifique, tu as de la chance d'avoir des jumeaux, c'est beau. Ma mère, elle leur disait, oui, c'est toujours beau pour les autres, mais c'est pas beau pour ceux qui les ont à la maison. Et après, plus on grandit. Mais en même temps, c'est difficile, oui, mais c'est aussi magique et c'est plein de surprises. C'est fascinant. Et c'est fascinant, c'est ça. Alors, on va parler justement de cette fusion gémellaire. C'est quoi exactement ? Alors la fusion gémellaire, on parle vraiment, il y a tout un fantasme autour de cette fusion, parce qu'on va imaginer, voilà, quand elle a mal, l'autre va le sentir, quand ils sont absents. C'est vrai ça ou pas ? Non, pas forcément. Par expérience, pas forcément. Par expérience, pas forcément. En fait, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, mais ça n'a pas été vraiment prouvé scientifiquement parlant. Cette fameuse télépathie, je ne sais pas quoi en faire, mais c'est vrai que... Pour finir ce que tu disais, fusion égale un partage très, très spécial des émotions, du ressenti. C'est vrai que les jumeaux se comprennent sans rien dire. Ils se comprennent dans les yeux. Il y a une forme d'empathie très importante qui s'installe entre eux. Ils n'ont pas besoin de se dire les choses pour se comprendre. Et c'est vrai que c'est le partage d'émotions, la compréhension de l'autre qui est plus forte qu'avec un autre frère et sœur. Et même qu'avec les parents. Et on va le voir, je pense, dans une autre question. Et c'est vrai que la relation entre frères et sœurs, elle est tellement particulière que même avec les parents, on se sent moins compris qu'avec le frère jumeau. Il y a vraiment quelque chose de très particulier. Mais ça, c'est pour ce qu'on appelle vrai faux jumeaux, la même chose ? Alors, à travers votre pratique, vous avez dû rencontrer d'autres formes de gémellité ? Il y a plusieurs gémellités. Il y a les faux jumeaux, les vrais jumeaux. Il y a les faux jumeaux qui ont le même sexe et les faux jumeaux qui ont 2 sexes différents. Et la différence, elle est surtout là. Parce que de toutes les manières, quand on est jumeaux, faux, vrai, sexe pareil ou pas pareil, il y a quelque chose de spécifique et de spécial qui se fait. Parce qu'il ne faut pas oublier, on vit dans le ventre déjà un partage. Un contact, un partage. Il y a déjà des espèces d'aménagements entre les 2 bébés dans le ventre de la maman. Et il y a des concessions qui sont déjà faites, alors qu'on sait bien, quand on est maman d'enfants uniques, on sait bien qu'on met du temps à apprendre à l'enfant à partager, à attendre son tour. Les jumeaux, ils savent ça tout de suite, ils sont nés avec ça. Ouais. L'empathie, se mettre à la place d'eux, ressentir ce que l'autre ressent, c'est ça qu'on a. Mais que ce soit chez les faux ou les vrais jumeaux. C'est ça qui est magnifique dans la gémellité. Mais il y a des grandes différences dans ces faux et vrais jumeaux. C'est-à-dire, quand il y a 2 sexes différents,
le fantasme en fait, c'est dans le regard des parents que la différence va se faire. Quand on attend des vrais jumeaux, tout de suite, on a l'impression qu'on a une unité. C'est un. Et on va les regarder comme une seule entité, comme s'ils étaient le un bloc. Alors que quand on attend des faux jumeaux de sexes différents, l'attente n'est pas la même. Donc on les regarde différemment. On se dit c'est un frère et une sœur. Une sœur, exact. Donc forcément, notre comportement avec eux après, des parents, il diffère. Il ne les voit pas comme un bloc. Donc forcément, il leur donne plus le droit d'être deux personnes différentes, avec deux personnalités différentes, alors que quand on attend des vrais jumeaux, le fantasme fait que tout de suite, on va les voir comme c'est beau, on ne veut pas les séparer, on va toujours les laisser ensemble et cultiver cette fusion. Finalement, en fait, c'est les parents, les adultes, l'extérieur qui créent encore plus cette fusion. Elle est réelle, elle est vraie. D'ailleurs, dans la science, on parle de fusion à partir de l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 2 ans. On parle d'une fusion qui est presque indispensable pour le développement de l'enfant, des jumeaux. Mais c'est vrai que cette fusion, elle est encore plus accentuée par le regard et le fantasme de l'autre. Surtout quand ils sont vrais jumeaux. C'est l'adulte, c'est l'extérieur qui nourrit et qui accentue. Alors, Ptissem disait il y a quelques instants, quand c'est quand c'est des jumeaux de sexe différent, on leur laisse le droit d'être deux personnes différentes. Vous avez utilisé ce mot-là. Enfin, on leur laisse le droit. Et en même temps, vous dites, la fusion est là. Qu'on le veuille ou non, elle est là. Elle se crée in utero, dans le ventre de la maman. Alors, cette fusion, elle est positive. Mais par exemple, les vrais jumeaux, ils souffrent de quoi? Ils souffrent de ce non-droit de s'exprimer, d'être une personne? Alors, je ne dirais pas souffrir, parce que cette fusion est indispensable, comme je le disais tout à l'heure. Elle fait partie de leur développement et c'est comme ça qu'ils vont créer leur personnalité, qu'ils vont apprendre à être autonomes et à construire leur affirmation de soi. Il faut passer par cette fusion. Puis la deuxième étape, c'est la complémentarité, parce que chez les jumeaux, ça se fait en paliers. Il y a d'abord la fusion de 0 à 2 ans. Ensuite, de 2 ans à 5 ans, il y a la complémentarité. Et ensuite intervient l'autonomie. À partir de 5 ans. Oui. Et la complémentarité, en fait, elle est spécifique aux jumeaux là. Exactement. Et la complémentarité est très spécifique. C'est-à-dire qu'en gros, chez les... On sent que la grande, c'est plutôt Ptissem. Hein. Non, ce qui vient de se passer là, c'est que c'est très typique chez les jumeaux, c'est qu'on se complète. Voilà. On a un langage à nous et en fait, on se comprend tellement qu'on complète l'idée de l'autre. Parce qu'elle vous dit, oui, mais là, tu peux rajouter ça. Exactement. C'est parce qu'elle sait ce qui se passe dans la tête. C'est ça, exactement. Elle suit, elle ressent et on se complète. Voilà, c'est ça, c'est la complémentarité, c'est vraiment ça, c'est ressentir et compléter. Mais en tout cas, je peux vous dire, c'est assez déstabilisant. C'est vrai? Oui, c'est assez déstabilisant parce que je me dis, alors, est-ce qu'elle la complète en tant que spécialiste ou elle la complète en tant que jumelle et c'est quoi cette connexion qui se passe entre les deux? Notre spécificité à toutes les deux, c'est justement qu'on est jumelles et qu'on est psychologue, on fait le même métier. Donc on a... C'est par hasard? Est-ce qu'on dirait que c'est par hasard? D'abord, on ne devient pas psychologue par hasard. On devient psychologue parce qu'on a une histoire individuelle. Il se trouve qu'on est jumelles et qu'on a eu la même histoire. Donc, ça nous a donné la même envie. Et on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on va devenir psychologue? On ne va pas être deux psychologues jumelles quand même. Et aucune n'était prête à renoncer à ce qui allait la passionner, à ce qui nous passionnait. Donc, on s'est dit, on sera peut-être les premières jumelles psychologues. Ceci dit, on vit notre métier, mais de manière individuelle et complètement séparée l'une de l'autre. Vous n'avez pas le même cabinet? Si, on a le même cabinet, mais on a deux salles d'attente. Alors, il y a des moments très rigolos quand les patients arrivent et qu'ils la connaissent et qu'ils ne me connaissent pas. J'ouvre la porte, ils me disent bonjour et en fait, je dis « Ah non, c'est pas moi, voilà, vous êtes le patient de Ça crée un contact différent. Différent, c'est vrai. Alors, vous allez pouvoir aussi répondre aux questions de beaucoup de parents, au-delà des psys, mais aussi des jumelles que vous êtes. Premier point, les jumeaux, les vrais jumeaux, on a tendance à les habiller de la même manière, que ce soit entre 0 et 2 ans, que ce soit entre 2 et 5 ou que ce soit entre 5 ans et plus. En tout cas, tant qu'on a la main sur eux. C'est une bonne chose ou c'est pas très bien? En fait, au-delà de la carte postale. En fait, ça va faire suite à la question de tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire cette fusion, en fait, c'est ce que tu disais, tout à l'heure, elle est dans l'imaginaire des parents. Et donc, c'est un fantasme. Donc, quand on a des vrais jumeaux, on a envie d'en faire un espèce de tableau. Et forcément, on se dit,
ah non, 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 il faut absolument les habiller pareil. Attention, il ne faut pas les différencier parce qu'on risque de casser quelque chose chez eux. On imagine qu'on va leur faire mal et que cette séparation va être très douloureuse. Exact. Donc, il faut en sorte, les parents, et à mon sens, ce n'est pas à tort, de les voir comme un bloc, comme un tout, de jamais vouloir les séparer, donc de les habiller pareil, de les mettre dans la même classe, dans la même école, les mêmes activités parascolaires. Et du coup, ils ne leur permettent pas cette singularité. Qu'est-ce que je veux dire par singularité? Mais en même temps, vous avez dit pas à tort. À tort, moi j'ai dit à tort. À tort, Si, à à tort, tort, pardon, parce j'avais qu'ils ne mal leur donnent entendu. pas le droit. Comme ça, ils ne leur donnent pas le droit à la singularité. Chenille, c'est quoi la singularité? C'est le fait d'avoir le droit d'être une personne à part entière. Les jumeaux qui sont l'individualité, l'affirmation de soi en tant qu'une personne. Les jumeaux, quand on les habille toujours de la même manière, ou qu'on les amène toujours, ils font tout pareil. Ça crée, on les force à encore plus accentuer cette fusion qui fait qu'ils se sentent la moitié de l'autre. On ne se sent pas complet sans l'autre pendant cette phase-là. Et cette phase-là, c'est de 0 à 2. Et ça peut durer plus si les parents accentuent par la fusion et habillent pareil et mettent dans la même classe. C'est pour ça que... À la limite, entre 0 et 2, c'est pas grave. Parce qu'ils sont dans la phase de la fusion. Entre 0 et 2, ça se fait, et c'est même pas que c'est pas grave, ça se fait et ça se fera. C'est obligatoire. Parfois, ça passe inaperçu, parfois, c'est vraiment flagrant, mais ça se fait, c'est obligatoire. Parce que c'est une étape de développement des jumeaux. Oui, et c'est vraiment une étape de nécessaire. Et c'est nécessaire parce que ça crée leur lien gémellaire, et ce lien gémellaire fait partie de leur individualité et de leur future personnalité. Ils ont quelque chose de particulier, c'est la Il ne faut pas gémellité. séparer des jumeaux entre 0 et 2 ans? Alors ça, c'est vraiment la question qui se pose et qui se posera encore. Est-ce qu'il faut les séparer ou il ne faut pas les séparer? Est-ce qu'il faut les mettre dans des classes différentes ou pas? Alors, il y en a qui... faut les mettre dans le même lit? Par exemple, vous avez des jumeaux entre 0 et 2 ans. Est-ce qu'on les fait dormir dans le même lit déjà ou chacun dans son lit? Alors, je vais répondre d'une autre manière. En fait, c'est tout dépend de ce que les parents veulent et ce dont ils ont besoin. Pour compléter ce qu'elle disait tout à l'heure par rapport à la maman et au papa, en fait, il y a un fantasme, il y a une peur, etc., mais il y a aussi une culpabilité. Et souvent, chez les parents, ils ont besoin de vivre les jumeaux de manière égalitaire. Ils ne savent pas les différencier parce qu'ils ont peur de faire une différence et de les différencier et donc d'être injustes avec l'un ou avec l'autre. C'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à les unir eux-mêmes encore plus et de les voir comme une entité parce qu'ils ne savent pas comment faire la différence. Mais sincèrement, elle et moi, on pense qu'il faut différencier pour l'avoir vécu. Il faut différencier, pourquoi pas dès le départ, dans des lits séparés et pourquoi pas même dans des chambres séparées. C'est pas indispensable. C'est pas parce qu'on va pas les séparer ils vont pas construire leur individualité. Mais c'est vrai que ça aide les parents à les vivre différemment et à les ressentir différemment. Et moi, à travers ces 2 chambres, par exemple, ce que j'apprécie, c'est que finalement, les parents ils vont aller voir un, puis l'autre, et ils vont les vivre de manière individuelle et leur donner un temps spécial à chacun. Donc, comme un autre enfant lambda. Quoi. Exactement. Toute l'importance du sujet, elle réside exactement dans cette idée. C'est, en fait, à la naissance des jumeaux, les parents, surtout les vrais jumeaux, ça arrange les parents quelque part de les voir comme un. Parce que, comment est-ce que je vais vous donner le sein à celle-là et l'autre, elle attend? Pourquoi commencer par celle-là et l'autre, elle attend? Je vais acheter des habits. C'est déjà assez embêtant parfois de faire des choix d'habits. C'est plus simple d'acheter la même chose. C'est plus simple de les mettre dans la même activité parascolaire parce que je ne vais pas aller emmener un au tennis et l'autre à la danse. Et du coup, ça crée un espèce de bloc qui les arrange, et eux, les parents, mais du coup, ça n'offre pas aux parents cette possibilité de les voir comme 2 personnes différentes. Si, par exemple, ce que proposait Wim, pour moi, c'est essentiel, en tant que psychologue, mais aussi en tant que jumelle, c'est qu'ils aient chacun leur chambre, ça pourrait permettre à cet enfant d'être vu par leurs parents comme une personne. Alors que quand les parents ils arrivent et ils lisent l'histoire aux 2, ils font tout à 2, pour les 2, tout le temps, et ben ça agrandit cette sensation chez le jumeau d'être la moitié de l'autre et pas une personne. Et toute la problématique chez les jumeaux, c'est qu'ils ne se sentent pas une personne. C'est la singularité. Le je, J-E, il met du temps à s'installer quand on est dans cette vision-là, dans cette fusion-là, et quand elle est encore plus accentuée par le comportement des parents. Il ne faut pas arriver au stade du miroir presque, c'est-à-dire à force d'accentuer cette fusion, on peut arriver à se voir comme un double de l'autre. C'est malsain? Le stade du miroir, se voir comme un double, oui, ça peut être pas malsain, mais
pas Ça permet facile, pas pas facile pour pouvoir après arriver à cette fameuse affirmation de soi, individualité, construction de sa propre personnalité et donc finalement construction de sa propre vie. Oui, tout à fait. Parce qu'à l'âge de 12-13 ans, à l'adolescence, après cette fameuse autonomie, chacun va avoir sa vie, ses relations extérieures, ses activités et ce besoin, parce qu'en fait les jumeaux, au bout d'un moment, ils ont besoin de se vivre indépendamment de l'autre. Et à les garder fusionnels comme ça, ça peut en devenir même étouffant. Parce qu'on a l'impression que finalement, l'autre nous empêche d'exister, l'autre nous étouffe. Il ne faut pas arriver à ça, il faut laisser... Est-ce qu'il arrive que les parents essayent justement de séparer les jumeaux, mais qu'au contraire, que ce soit eux qui aient besoin l'un de l'autre? Est-ce que les jumeaux ont besoin les uns des autres? Les uns des autres, l'un de l'autre. L'un de l'autre, émotionnellement. Oui, c'est ce que je disais. Oui. Tout à l'heure, la fusion, elle est nécessaire. C'est une phase obligatoire de 0 à 2 Mais ans. au-delà de 2 ans. Et au-delà de 2 ans, il faut le faire intelligemment avec l'enfant. C'est-à-dire, on ne sépare pas parce que c'est une décision parentale. On le fait en communication avec l'enfant. On le fait avec leur accord. Aux jumeaux. On leur dit, voilà, c'est important pour vous que vous soyez ensemble tout le temps. Moi, je vous propose pour que vous puissiez pas, pour qu'on vous embête pas, qu'on vous appelle pas toujours et les jumeaux et qu'on vous compare pas et que les maîtresses, elles vous voient comme une personne toute seule, avec ta différence, que tu as le droit d'être une personne. Je vous propose d'être dans 2 classes différentes. De toutes les manières, vous aurez des moments, après, vous allez vous manquer et vous aurez du plaisir à vous retrouver à la fin de la journée. On se manque, en étant jumeaux, on se manque plus qu'avec un frère et une sœur Nous, par exemple, à l'école, quand on était petite, on s'attendait pendant la récréation. On avait du mal on était dans 2 classes différentes, mais on se donnait rendez-vous à la récréation. Mais en même temps, on appréciait d'être dans 2 classes différentes. En fait, on avait des moments où on avait la possibilité d'être un, donc de pouvoir jouir de ce plaisir d'être quelqu'un à part entière. Et en même temps, il y avait cette moitié qui, de temps en temps et par moment, nous manquait et on l'a retrouvée en récréation. Parce que c'est une moitié sécurisante, en fait. Une jumelle, c'est comme une super meilleure copine. C'est encore... moi, en tout cas, moi, je dis que c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais, c'est vraiment particulier. C'est quelque chose... C'est vraiment une sécurité. C'est la personne qui me comprend sans même que je dise un mot. Et justement, les parents et la fratrie, parce que c'est important de parler aussi de ça, c'est les frères et sœurs des jumeaux. Nous, on a 3 sœurs. On est très, très proches de nos sœurs, mais la relation des parents ou des frères et sœurs, c'est pas, ils se sentent un petit peu exclus. Oui. Alors, après, en devenant adulte, on a appris à moins exclure les autres et à les intégrer. Mais c'est vrai qu'il y a les jumelles ou les jumeaux et les autres. On vous appelle encore les jumelles? Oh oui. Oui. Mais parce que c'est un fantasme. Quand on voit des jumelles, il y a une fascination de tout le monde, en fait. Fais voir si vous ressemblez, etc. Et parfois, on a l'impression d'être traité comme de tableaux et qu'on va nous voir et de chercher la différence. C'est comme le jeu de chasser l'intrus. Moi, j'aimerais bien, si vous le permettez, que le réalisateur vous mette vraiment en image côte à côte pour qu'on puisse... Mais nous, on a cultivé la différence avec vous avez cultivé la différence. Vous ressemblez, mais vous n'êtes pas comme 2 gouttes d'eau, hein, quand même. Non. Mais il y a des photos de quand on était petite où moi-même, je ne me reconnais pas. Oui. Voilà. C'est déstabilisant de ne pas se reconnaître ou c'est pas grave? Non, ça y est, on s'y est fait. Mais n'empêche qu'il y a parfois quelques photos où on peut se voir et je me dis qu'est-ce que je ressemble à petit Sam ici. Ne serait-ce que hier soir, ma fille qui me disait maman, là, tu ressembles à Tati. Oui. Et parfois, nos enfants, il y a des petites blagues comme ça, des petites anecdotes où il y a des fois mon fils qui a parlé à petit Sam en lui disant « Maman, tu sais, machin, le petit cousin, il m'a embêté. » Et à un moment, je lui dis « C'est vrai, il t'a embêté, ton cousin ?»« Oui, machin. » Et je lui dis « C'est maman ou c'est Tati ?»« Non, maman est lui-même, mais c'est très, très rare. Mais c'est rare. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toute la beauté de la gémellité. Mais ce qu'on veut dire et ce à quoi vraiment on s'attache dans notre cabinet avec nos patients et quand on a beaucoup de parents d'enfants jumeaux qui viennent demander conseil, c'est vraiment favoriser ce lien. Parce que ne le cassez pas, il est magnifique, il est unique et on ne peut pas aller à contresens de ce lien. Mais par contre, essayez de favoriser l'individualité. Ok, mais justement, on va, si vous le permettez, essayer de développer ça. Vous l'avez dit, il y a 3 étapes primordiales de développement. Il y a la phase fusionnelle entre 0 et 2, on va dire, elle commence in utero et elle est là. Elle s'impose, on va dire, aux parents. Mais en même temps, on peut, dès la naissance, essayer de démarrer les prémices de l'individualité de chacun et de vivre son rapport en tant que parent avec ses jumeaux
en essayant de consacrer un temps à part à l'un et à l'autre, essayer dans la mesure du possible de ne pas les allaiter en même temps, de ne pas lire la même histoire. Enfin voilà, c'est vrai que c'est toute une organisation. Ne pas leur acheter les mêmes jouets tout le temps, d'avoir que chacun ait ses jouets, que chacun ait son armoire avec ses habits. De leur donner aussi la possibilité de croire, de savoir qu'ils ont aussi des choses qu'ils possèdent à eux seuls. De ne pas comparer. Et des goûts différents, ils ont le droit. Et de ne pas comparer les étapes de développement. Ah oui, mais ça, de toutes les manières, quel que soit X, avec les enfants, il ne faut jamais comparer les frères et sœurs entre eux. Mais là, c'est encore moins les jumeaux. Quand on en a deux, celui-là, il arrive à se lever, celui-là, pas encore, celui-là, il marche, celui-là, pas... Ça serait créer de la compétition. Et sincèrement, ça, par contre, je mettrais le mot malsain. Créer de la compétition entre deux frères ou sœurs jumelles, c'est pas bon. Parce que c'est les obliger à être comme l'autre. Alors que là, il crée une différence. Et s'il y en a un qui est meilleur en maths et l'autre meilleur en français, on ne va pas lui dire pourquoi ton frère ou ta sœur. Chacun a ses compétences dans le domaine qu'il prédit lui-même ou qu'il préfère. Il a ses droits, il a ses goûts aussi. Il a aussi, par rapport au caractère et au tempérament, ils ont des particularités. Et tout le travail de parents, c'est justement être dans cette observation, dans cette distance et dans ce recul, de bien les observer et leur donner le droit d'être différents et de leur reconnaître cette différence et de leur dire vous êtes aussi différents, vous vous ressemblez, mais en même temps vous êtes différents. Et ça va apaiser ces jumeaux, parce que c'est leur donner le droit d'être des jumeaux et de vivre cette nature-là. Et c'est une particularité, mais en même temps de leur dire, mais vous êtes aussi comme les autres, vous avez des particularités, et on vous voit comme des sujets à part entière, indépendamment de ton frère et ton frère jumeau. Mais cette observation-là, celle-là, elle n'est pas évidente pour tous les parents. C'est-à-dire, il y en a souvent qui tombent dans le piège de ne pas les observer comme deux personnes, de les observer comme un bloc. Encore une fois, je reviens sur cette entité-là, une personne. Mais c'est presque une entité plus forte que les parents. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça les dépasse. Mais les parents doivent s'imposer et prendre du temps, se prendre leur temps. Avec chacun. C'est pas parce que ce duo-là, ce couple-là est fort, et il faut qu'ils s'imposent et qu'ils prennent un des deux et leur disent aujourd'hui je vais sortir qu'avec toi. On revient en détail pour ce mode d'emploi de la gémellité, si j'ose dire. Ça vous va? Oui, c'est très bien. Parfait. Avec deux spécialistes, pas comme les autres, deux jumelles, Tissem Benjeloun et Wiham Benjeloun. On revient dans quelques instants pour continuer cette belle émission. À tout de suite. On continue sur Média TV, on se dit tout, un numéro consacré à la gémellité. La gémellité, ce monde mystérieux que deux spécialistes nous décryptent, deux spécialistes, deux psychologues, deux jumelles aussi. Merci beaucoup Tissem et Wiham Benjeloun, psychologue, psychothérapeute. Alors Tissem Benjeloun, psychologue, thérapeute familial, et Wiham, vous êtes psychologue clinicienne. Merci beaucoup mesdames. On continue, donc on a dit... Et on va redire en fait tout ce qu'on a dit, mais on va le redire en détail. Oui. Mais on a dit vraiment des choses qui sont très importantes pour le vécu des jumeaux, pour préserver leur singularité dans cette fusion. C'est qu'une fusion entre les jumeaux est nécessaire et elle s'installe qu'on le veuille ou pas. Mais par contre, ce qu'il faut les aider à faire, c'est à cultiver leur singularité. Ils en ont besoin. Et les parents aussi ont besoin de vivre chaque jumeau comme un enfant à part entier et pas comme une entité. Alors, vous l'avez dit, entre 0 et 2 ans, la fusion est là, qu'on le veuille ou non. Entre 2 et 5 ans, c'est la complémentarité. Et on rappelle juste que, vous l'avez dit d'emblée, n'essayez pas du tout de les habiller de la même manière. Déjà, ça c'est vraiment, on va dire... idéalement, oui. Idéalement, oui. Ce qui est récurrent. Ne pas les habiller de la même manière, mais ça ne veut pas dire ne pas utiliser les mêmes vêtements pour les deux. Exactement. Oui. Nous, on avait un placard pour deux, il était grand. Parce qu'on achetait des habits, c'était même pas la peine d'acheter 2 vestes, il y en avait une, c'était super. Et du coup, on avait plus d'habits l'une pour l'autre. Exact. Mais ça, c'était plus grand. Mais toute plaisanterie mise à part, quand on habille de la même manière, ce que tu disais tout à l'heure, l'effet miroir. Et l'effet miroir n'aide pas l'enfant, donc ce jumeau, à se sentir différent et à être J-E, moi. Je suis Tissem, elle est Wiham, 2 personnes différentes. On n'est pas un bloc. Et quand on s'habille de la même manière, quand on dort dans la même chambre, quand on dort dans le même lit, pour moi, ça c'est... Ou on va dans la même classe. Du coup, on a les mêmes amis en général? Alors là, oui, c'est vrai que ça... c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question parce que vraiment, le sujet de la relation sociale,
il est très particulier chez les jumeaux. C'est pas toi qui me diras le contraire, je pense. Parce que au départ, quand on est un enfant, on a l'impression que les amis, ça va être un double du jumeau. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie de développer la même force relationnelle qu'avec le jumeau. Donc, on va en faire devenir un jumeau aussi. Et donc, il y a ce point. Et ça ne marche pas. Ça étouffe l'autre. Ça étouffe l'autre. L'ami. Et d'ailleurs, même social et puis amoureux, il y a aussi ça. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas évident pour le futur conjoint de la jumelle ou du jumeau de venir et de s'imposer et de trouver sa place. Même les amis, c'est pas évident de trouver leur place au sein de ce duo. Parce que ce duo, il est fort. Et puis, il attend quelque part des relations fortes. Et il va essayer de plaquer sur l'autre la même attente que ce qu'il a avec le jumeau. Sauf que tu ne peux pas attendre de l'autre qu'il te donne la même chose. Et ça d'une part, mais en même temps, est-ce que vous laissez une brèche à l'autre pour rentrer? Est-ce que vous laissez une place à l'autre? Justement, tout dépend de l'éducation. C'est-à-dire que si on a des parents qui élèvent les jumeaux de manière fusionnelle et qui encouragent cette fusion, la relation elle est tellement en face à face qu'ils ne savent pas faire rentrer des gens à l'extérieur dans cette union-là. Il y a une autosuffisance. Exactement, c'est le terme. Il y a une autosuffisance. Par contre, c'est vrai que plus on va développer l'individualité de chacun, les espaces de chacun, plus en fait ça devient naturel pour le jumeau de laisser rentrer l'autre, de laisser une place à l'autre, de voir l'autre comme différent de lui-même. Parce que si on lui dit que forcément, s'il grandit avec l'idée que l'autre c'est une photocopie de moi, ben donc l'ami doit aussi être une photocopie de lui-même. Ou le conjoint. Ou même le frère et sœur. Et donc, du coup, ça devient... C'est là où la perturbation, même à l'âge adulte, peut s'installer. Et les confusions, et qu'il faut faire un travail. On a beaucoup de jumeaux qui arrivent à l'âge adulte, ne sont pas encore séparés. Oui, bien sûr. Alors, vous avez évoqué l'histoire du dominé-dominant dans la relation des jumeaux. C'est quoi exactement? Il y a toujours un leader et un suiveur? Alors oui et non, mais disons que naturellement ça se fait, c'est-à-dire que comme la relation elle se fait comme ça, en face à face, cette fameuse complémentarité, c'est qu'il y en a un qui va vouloir être acteur et comme ils ne sont pas encore défusionnés complètement, et bien, quand un est acteur, l'autre automatiquement se met en spectateur. Okay. Mais ce n'est pas toujours le même qui est acteur qui reste acteur et l'autre qui est spectateur. Ça peut changer. Mais cette histoire-là, ça arrive vers quel âge? Si on devait suivre le processus... Dominant-dominé, ça c'est de tout petit jusqu'à l'adolescence et on commence à en sortir. Ce côté dominant-dominé, c'est le côté sain du dominant-dominé, comme dans toute relation humaine. Parfois, on va avoir ces dominants-dominés et comme tu disais, c'est interchangeable. Là où ça pose problème, c'est si on rentre dans un dominant-dominé où c'est toujours le même qui est dominant et c'est toujours le même qui est dominé. Là, les parents doivent vraiment observer la relation chez leurs jumeaux et veiller à ce que ce ne soit pas toujours l'un qui a toujours le même rôle. D'accord. Parce que là, ça peut être dangereux. Sinon, il y en a un qui va être écrasé par rapport à l'autre et il y en a un qui va avoir des difficultés à s'individualiser. D'ailleurs, par exemple, ce que je voulais vraiment dire, c'est que dans les écoles, par exemple, où moi je travaille, j'ai par exemple des enfants, c'est des jumeaux, et vrais jumeaux. Et il y en a un qui a envie d'aller vers les autres, qui va vers l'autre. Et l'autre, il est beaucoup plus suiveur dans le côté dominé. Il ne laisse pas son frère aller vers l'autre. Dès qu'il voit que son frère va vers un enfant, il l'attire et il va faire une petite crise pour l'obliger à rester avec lui. Et ça, ça bloque l'autre qui a cette envie d'aller vers les autres. Ça le bloque et ça le freine. Ouais. Donc, il faut vraiment être observateur. C'est pour ça que nous, en tout cas, dans ma casquette de psychologue en milieu scolaire, quand on me demande mon avis, je n'ai pas une réponse figée. Il n'y a pas de oui ou non. C'est du cas par cas. Mais par exemple, pour ce cas de couple de jumeaux, j'ai conseillé à la maman de travailler sur cette gémilité cette année pour que l'année prochaine, on installe une séparation des deux dans deux classes différentes. Parce que vraiment, ça bloque l'autre dans son développement. Est-ce que vous irez même peut-être jusqu'à conseiller une séparation des établissements à ce point? Non, pas à ce point. Pas à ce point. Non, parce que ça voudrait dire aussi se séparer même du domicile. Non, non, pas à ce point-là, mais c'est vrai que franchement, ce qu'elle a dit, c'est juste dans le sens où c'est vraiment du cas par cas. Par exemple, dans les cas des faux jumeaux, garçons et filles,
Souvent, ce qu'on constate, c'est que la fille va prendre sous son aile le frère parce que les filles sont un peu plus dégourdies, elle va ramasser les affaires de son frère, elle va parfois faire les devoirs à la place de son frère. Donc là, finalement, le frère, au lieu de développer ses compétences, il va s'appuyer un peu sur sa sœur parce qu'il sait qu'il a une aide. Ouais. Ça rend pas service. Ça rend pas service. Donc du coup, c'est mieux de les séparer. C'est vraiment du cas par cas. Mais ça, on va dire, les faux jumeaux vivent moins fort la gémellité que les vrais. Je pense, oui. Enfin, on pense. Parce qu'il n'y a pas encore une fois... le jeu est accepté sur le plateau. Mais ça, alors le jeu, c'est très important. Les jumeaux, et quand ils sont dans la fusion, ils mettent du temps à parler de jeu. Et même quand ils parlent de jeu, ils disent... Ils se et il y a le on et il y a le jeu. Mais le jeu, justement, par exemple, nous, il s'est installé pas facilement. Il s'est installé grâce à un travail qu'on a fait sur nous-mêmes, en thérapie, etc., pour créer cette séparation. Mais le jeu, c'est tellement important de se sentir jeu. Moi, par exemple, dans mon adolescence, je ne pouvais pas imaginer aller dehors dans la rue et aller faire des magasins toute seule, parce que j'avais l'impression de sortir avec la moitié d'un corps. C'est incroyable. Et qu'il me la fallait avec moi pour me sentir... J'avais l'impression que les gens me regardaient bizarrement comme si j'étais la moitié d'un corps dehors. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la fusion, c'est qu'une entité... On a l'impression que l'autre moitié fait partie de son entité à soi. C'est-à-dire qu'en gros, le moi est constitué d'une moitié de moi et l'autre moitié, c'est de l'autre. Et donc, quand elle est loin, quand l'autre est loin, et du coup, c'est une moitié qui est absente. Mais tout ça est éliminé ou atténué si les parents ont une approche différente dès le départ? Est-ce que c'est complètement éliminé ou c'est seulement atténué? Atténué, parce que de toutes les manières, la particularité des jumeaux, elle est là, elle est magnifique, elle est vraiment splendide. Moi, je remercie Dieu de m'avoir fait ce cadeau qui est... oui, tu as un beau cadeau, mais... C'est la première fois qu'elle dit? Non. Ok, je pense avoir non, on sait se dire des choses de ce style. Mais il y a ça, mais en même temps, il faut créer cette petite différenciation-là. C'est nécessaire. Merci beaucoup, mesdames. C'est un plaisir vraiment de faire cette émission avec vous. C'est vrai qu'on sent cette énergie entre vous, qu'on le veuille ou non. Je l'ai ressenti sur le plateau. Je me suis sentie exclue. Non, pas vrai. Quand même pas. Quand même pas, non. Mais on sent vraiment l'échange intense entre vous deux. On sent la ligne. On ne peut pas rentrer, c'est difficile. Merci beaucoup. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Je rappelle, Tissem Benjeloun, psychothérapeute, thérapeute familiale. Oui, Anne Benjeloun, vous êtes psychologue clinicienne. On peut retrouver cette émission sur mediantv.com. On enchaîne avec l'interview santé. À tout de suite. Tout de suite, place à notre interview santé, focus sur une phase en fait de la vie de la femme qui a besoin d'une prise en charge particulière. Après l'accouchement, la femme, pour retrouver son tonus périnéal, la tonicité de son périnée, eh bien, elle a besoin d'une prise en charge particulière et ça se fait par les kinés. Et avec nous pour en parler, une kinésithérapeute, Madame Cheima Eslama, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est un plaisir et justement, en fait, les spécialistes parlent de l'importance de cette kiné périnéale, mais les femmes ne se lancent pas vraiment dans cette histoire-là. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai parce que c'est un muscle qui n'est pas vraiment connu. Donc, parfois, il y a des gynécologues qui en parlent. Ce n'est pas encore de manière systématique comme dans d'autres pays. Il y a certains gynécologues qui leur en parlent et ils leur prescrivent ces séances-là. Donc, à ce moment-là, ils vont commencer un petit peu à s'intéresser, à lire là-dessus. À prendre au sérieux ou pas ? À prendre au sérieux, voilà. Ouais. Donc, au moment où elle voit un petit peu sur Internet un petit peu les conséquences et tout ça, eh bien, elle nous appelle par la suite pour nous en parler. Et là, c'est assez rigolo parce que voilà, elle nous parle directement des conséquences et tout ça. Puis alors très vite, on les calme, on leur dit voilà que c'est de manière préventive qu'on va le faire. Voilà, surtout après un premier accouchement. Justement, voilà. Les conséquences, on va en parler aussi, de ne pas en faire. Alors, la kiné du périnée. Le périnée, c'est quoi? C'est un muscle? C'est un muscle. C'est un muscle qui se trouve à la base du bassin et en fait, il va assurer plusieurs fonctions. Il va assurer la fonction de la continence. Donc, c'est grâce à ce muscle qu'on peut se retenir d'aller uriner ou d'aller à selle. Et c'est aussi grâce à ce muscle, c'est plutôt ce muscle qui soutient les organes du petit bassin. Il soutient la vessie, l'utérus et le rectum. Donc, quand on est enceinte, en fait,
l'utérus avec le bébé s'installe sur le périnée. Exactement. Donc Ok. vraiment, ce périnée, il faut le voir vraiment comme un hamac qui ferme toute la partie inférieure de l'excavation pelvienne. Et cet utérus, lorsqu'il est habité par le bébé, eh bien, il y aura un certain poids sur ce muscle. Et ce muscle va s'affaiblir au fil des mois pendant la grossesse. Et donc, c'est très important de le faire par la suite, cette rééducation. Et c'est pas naturel, ça ne revient pas, ce muscle ne revient pas à sa place naturellement? Un tout petit peu, mais pour lui donner un peu plus de force, un peu plus de tonus, on doit l'aider. On doit l'aider. Ok. Mais justement, qu'est-ce que risque la femme si ce muscle n'est pas remis à sa place correctement à long terme? Alors, ce qu'elle risque, c'est que par la suite, au fur et à mesure des grossesses, donc après un premier bébé, ce muscle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'affaiblit. Après un deuxième bébé, il va encore s'affaiblir. Puis après au troisième, il va encore davantage s'affaiblir. Donc il sera très 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 faible. Okay. Et donc à ce moment-là, il ne va plus pouvoir remplir ses fonctions, comme je l'ai expliqué. La femme ne pourra plus réussir à se retenir. Il y aura des descentes d'organes. Font des incontinences urinaires? Exactement, exactement. C'est à cause de cet affaiblissement du muscle. Le muscle n'arrive plus à pallier les pressions abdominales. Donc lorsqu'elle tousse, lorsqu'elle éternue, elle risque d'avoir une petite fuite parce que ce muscle n'arrive plus à se contracter. Une petite fuite, on va dire. Bon, oui. C'est vrai que ça dérange, mais ce qui est encore plus grave, c'est la descente d'organes. Oui. Ça, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment quelque chose de très, très handicapant. Même les fuites urinaires. Hein, donc les fuites urinaires, ça dépend un petit peu des stades. Il y a des femmes qui vont avoir des fuites juste en éternuant, en toussant. Mais lorsqu'il est vraiment très, très affaibli, les femmes, lorsqu'elles se lèvent seulement, elles vont avoir des fuites urinaires. Donc c'est juste un petit mouvement, un petit effort qui va provoquer des fuites. Donc c'est vraiment du cas par cas, mais les cas les plus graves, c'est ça. Donc c'est juste avec un mouvement, un petit effort, hop, il y a une fuite. Et ça peut être très, très handicapant. Donc il y a certaines femmes qui vraiment s'empêchent de boire. Elles s'empêchent de boire, elles ne veulent plus boire pour éviter les fuites. Et pour les descentes d'organes, c'est la même chose. Ça aussi, c'est du cas par cas. Certaines femmes vont avoir une toute petite descente, d'autres une plus grande descente. Ça dépend. D'accord. Okay. C'est vraiment, il y a des stades différents. Et là aussi, ça peut être très, très gênant, très, 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 très handicapant pour la femme. Alors, dans le meilleur des cas, c'est quoi? C'est vraiment une prise en charge, une rééducation du périnée juste après l'accouchement? Oui, c'est ça. On préférerait une rééducation après l'accouchement, directement après. Donc, après le premier, pardon. Donc, après le premier bébé, oui, voilà. Mais juste après l'accouchement. Oui. C'est-à-dire que l'accouchement se fasse par césarienne ou par voie basse. C'est quoi, 2 semaines après, 3 semaines, 1 mois? Qu'est-ce qui est conseillé? Ce qui est conseillé, donc dans la théorie, on conseille les femmes de venir 6 semaines après leur accouchement par voie basse, 8 semaines après une césarienne. D'accord. Maintenant, elle est peut-être occupée avec son bébé, elle n'a pas encore trouvé son organisation, elle est un petit peu fatiguée, elle met en place son allaitement. Donc du coup, on leur dit c'est pas grave de venir 3 mois, 4 mois après. Le plus important, c'est de venir dans l'année. Il ne faut pas attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, après une deuxième, une troisième grossesse, parce qu'il y a un cumul de problèmes. D'accord. Bien sûr, c'est du cas par cas, parce qu'on n'a pas tous le même périnée, on n'a pas tous la même qualité tissulaire. Il y a des femmes à 50 ans, elles n'ont aucun problème, alhamdoulilah, mais on ne peut pas le savoir. Oui, on ne peut pas le savoir, donc du coup, il faut aller dans la prévention. On le fait après une première grossesse, un premier bébé. Voilà, ce serait l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Oui. Maintenant, vous avez d'autres femmes qui vous disent, bon, moi, plutôt que de faire une cure après chaque accouchement, mais j'attends de boucler toute ma tournée pour ensuite m'occuper de mon périnée. Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes? Oh, très, très faux calcul. C'est une très mauvaise idée parce qu'elle ne sait pas justement si ce muscle va tenir. Il y a certaines femmes, franchement, elles ont beaucoup de chance. Et après deuxième, troisième bébé, il n'y a pas de problème. D'autres, déjà, dès le premier bébé, ça c'est une minorité parce que généralement, le premier bébé, il n'y a pas de gros problème. Dès le premier bébé, il y a déjà une petite descente d'organes ou des fuites urinaires. Donc, il ne faut pas attendre la fin des grossesses. Parce que si on fait jusqu'à la fin de toutes les grossesses, on va avoir un cumul de problèmes et les séances seront plus longues. Il y aura plusieurs séances. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus contraignant. D'accord. C'est douloureux? Non, c'est pas douloureux. C'est pas douloureux. Non, c'est une technique qui est très très douce. Alors comment ça se passe concrètement? La patiente se présente chez moi, avec une prescription du médecin. Il faut qu'il y ait prescription. Il faut qu'il y ait une prescription du médecin parce que c'est un acte paramédical. D'accord. Donc elle vient avec cette prescription. On commence avec un interrogatoire.
Donc un interrogatoire où je vais voir un petit peu comment s'est passé l'accouchement, je vais voir un petit peu ses habitudes par rapport à son périnée, donc combien de fois elle va aux toilettes par jour, etc. Ça aussi c'est très très important parce qu'il y a certaines femmes qui malmènent leur périnée sans se rendre compte, vu qu'elles ne le connaissent pas, d'accord, vu que c'est un muscle qui est vraiment invisible. On va aussi entre parenthèses, comment on peut malmener son périnée? Comment on peut le malmener? Eh bien par exemple en faisant, je ne sais pas, par exemple du sport, la course à pied. La course à pied après l'accouchement directement. C'est mauvais. C'est très mauvais parce que il faut se dire qu'à chaque foulée, il y a une pression abdominale qui pousse sur ce périnée à chaque fois. D'accord. Donc elle est en train de l'affaiblir davantage. Elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de l'affaiblir. Mais loin de l'accouchement, il n'y a pas de problème. Loin de l'accouchement, il n'y a pas de problème. De temps en temps, un petit running, c'est pas méchant. De temps en temps. La spécialiste n'est pas pour le running régulier. Pas régulier, quoi. Pas du haut niveau, quoi. C'est vrai que par exemple les sportifs de haut niveau, les bodybuildeuses dans les Jeux Olympiques et tout ça, lorsqu'elles portent des poids, elles ont des problèmes de fuite urinaire. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube où on voit cela, qu'avec la pression intra-abdominale, elles ont réussi à affaiblir leur périnée sans forcément avoir eu d'accouchement ou et sans s'en rendre de compte. grossesse. Voilà, parce qu'elles ne le connaissent pas et sans se rendre compte. Voilà, exactement. C'est ça, exact. Donc interrogatoire. Oui, interrogatoire. Habitude. Donc on voit un petit peu les habitudes, si elle boit bien aussi, d'accord, parce que quelqu'un qui ne boit pas bien, on va quand même la pousser pour bien boire. Hein. S'hydrater. Pour s'hydrater, c'est très important pour le corps en général. On va aussi voir ses habitudes par rapport à son transit intestinal. Parce que le périnée, ce n'est pas que la partie antérieure, par où le bébé est passé, mais aussi la partie postérieure. Donc on va s'intéresser un petit peu à la constipation, s'il y a eu une personne constipée va créer de la pression sur son périnée. Exactement. Encore une fois, elle va créer de la pression sur son périnée, donc elle va l'abîmer, le malmener sans se rendre compte. Voilà. Exact. Donc c'est important aussi de donner des conseils par rapport à ça, donc de bien boire, de manger des fibres, voilà, d'aller régulièrement à celle de ne pas se retenir. Donc c'est très très important, encore une fois, de leur donner des conseils d'hygiène de vie par rapport à ça. On va voir aussi s'il y a des douleurs au niveau du périnée. Donc un petit peu la vie intime, on va s'intéresser aussi à ce volet-là, parce que c'est aussi par là que tout se passe. On va voir un petit peu si l'épisiotomie est douloureuse, s'il y a des points douloureux à soulager. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est quand elle vient vraiment juste après l'accouchement. Juste après l'accouchement, même 6 semaines après un accouchement, 8 semaines après un accouchement. Mais pas si elle vient, pas si elle regarde l'émission aujourd'hui et qu'elle a accouché depuis 3 ans ou 10 ans et qu'elle se dit mon Dieu, j'ai pas pris soin de mon périnée, voilà ce que je risque. Eh bien, je vais quand même aller rattraper le coup. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Alors, du coup, si les femmes elles viennent 3 ans ou 10 ans après, ce n'est pas trop tard. Elle peut aller chez son gynéco et demander une prescription du médecin. Donc, il n'y a pas de tant qu'il y a des petits problèmes. Maintenant, si c'est des très très gros problèmes comme une grosse descente d'organes, et là je parle vraiment des stades avancés où on voit vraiment l'organe apparaître au niveau de l'entrée, au niveau de la vulve, à ce moment-là, on ne peut rien faire, nous. Voilà, oui, exactement. On ne peut pas faire de miracle, donc du coup, on est obligé de l'envoyer chez le chirurgien. Et à ce moment-là, c'est la chirurgie. Voilà, exactement. Ouais. Mais une femme qui nous suit aujourd'hui, qui se dit je dois prendre en charge mon périnée, je ne l'ai pas fait à temps, quand il n'y a pas encore vraiment de conséquences graves, elle peut le faire. Bien sûr qu'elle peut le faire. C'est toujours une prévention de gagner. Oui, c'est toujours une prévention, c'est toujours quelque chose de gagné. C'est toujours quelque chose de gagné. Il ne faut jamais se dire que c'est trop tard. Elle peut toujours faire un tour chez le gynéco, un tour chez le kiné pour rectifier le tir. J'ai des cas comme ça. J'ai des mamans, des jeunes mamans qui ont accouché il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Elles n'ont pas de trop gros problèmes. Elles viennent chez moi, on fait nos séances et puis très vite, on a rattrapé le coup. On a changé 2-3 petites habitudes de vie, on a fait quelques exercices et c'est bon. Et les exercices, c'est ce type d'exercice que l'on voit par exemple ici? Alors sur l'image, c'est plus des exercices un petit peu pour travailler la posture, les abdos, les fessiers, les quadriceps. Ouais. Et ça aussi, en fait, ça rentre dans la rééducation du périnée. En fait, pour être juste, on devrait appeler ça la rééducation abdomino-pelvienne. D'accord. Donc c'est vraiment, on prend en charge tout le corps au niveau... pas uniquement de l'intérieur. Pas uniquement de l'intérieur. Donc voilà, une fois que j'ai terminé au niveau du périnée, qu'il me reste encore un petit peu de séance, bien sûr, parce qu'il faut suivre la prescription du médecin, on va faire des exercices pour travailler un petit peu le corps, les préparer par la suite à une activité sportive. Mais tout muscle doit être entretenu à vie. Oui. Par exemple, quand on fait des abdos, il suffit d'arrêter quelques semaines pour que tout redescende. Alors, est-ce que c'est la même chose pour le périnée? Est-ce qu'il faut le muscler toute sa vie?
Alors, c'est ce qui est drôle dans cette rééducation, c'est que lorsqu'on parle de ce périnée, les femmes, elles prennent conscience de ce périnée, sans se rendre compte, elles vont commencer à le travailler de temps en temps, à faire des petits exercices, à faire attention aux conseils qu'on leur a donnés. Donc du coup... Elles vont être, elles vont être sensibilisées par rapport à ça, elles vont faire attention. C'est ça qui est sympa. Ça devient en fait une partie intégrale du corps. Du corps. On l'a intégré dans notre schéma corporel, donc du coup maintenant on fait attention, on fait gaffe, on le contracte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le fait après chaque grossesse. Donc pas qu'une seule fois, c'est après chaque grossesse. C'est systématique. Après chaque grossesse, on fait un petit bilan, on regarde et tout ça. Et puis aussi, il y a quand même des points, des moments clés dans la vie d'une femme. Au moment de la ménopause, dû à la chute hormonale, il y a aussi une baisse du tonus au niveau du périnée. Donc à ce moment-là aussi, peut-être faire quelques petites séances pour redonner un petit coup de boost au périnée, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Shaima Eslama. Vous êtes kinésithérapeute à Rabat. Et à très vite sur le plateau d'On se dit tout. Merci madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Quant à moi, c'est un plaisir vraiment de préparer, d'animer cette émission pour vous. À très vite sur Média TV et sur les ondes de Média. Au revoir.